Bonjour, c'est un honneur pour moi de prendre part au tout premier colloque étudiant de la chaire NEM pour vous parler des enjeux de la commercialisation de l'espace extra-atmosphérique. Donc, pourquoi parler de commercialisation de l'espace? Eh bien, parce que d'une part, il y a de plus en plus d'entreprises privées qui développent des projets commerciaux dans l'espace. Il y en a, par exemple, qui développent des projets de tourisme, là. C'est le cas de la Golden Spike Company qui envisage d'offrir des voyages lunaires pour 2 personnes au coût de 750 000 $. Il y a aussi la Axiom Space. Elle a obtenu un contrat pour construire une halle touristique sur la Station spatiale internationale. Vous avez tous probablement entendu parler de SpaceX qui envisage de développer en fait là, une colonie sur Mars. Puis il y a d'autres projets comme des entreprises qui développent l'équipement nécessaire pour miner la Lune et des astéroïdes. Et en parallèle à ça, il y a de plus en plus d'États qui légifèrent en vue d'offrir un cadre réglementaire qui est attrayant, facilitant pour le développement des activités commerciales dans l'espace. Les États-Unis, les Émirats arabes unis, le Luxembourg et le Japon depuis novembre 2022, donc depuis tout récemment, ont adopté des lois qui octroient le droit aux entreprises privées de commercialiser les ressources extra-atmosphériques. Puis il y a d'autres législations là aussi qui sont très attrayantes. C'est le cas de l'Australie, par exemple. Puis, je dois dire qu'au Canada, il y a des réflexions aussi là, intéressantes qui se mijotent. Le gouvernement canadien a récemment autorisé la construction d'un port spatial pour le lancement d'objets commerciaux en Nouvelle-Écosse. Donc, ça reste à suivre. Donc, on pourrait dire que l'espace extra-atmosphérique, c'est actuellement l'endroit le plus libéral où une personne peut développer des activités commerciales. Et ça laisse place à des enjeux. Dans le cadre de la présentation, j'aimerais aborder avec vous 3 grandes catégories d'enjeux qui préoccupent de plus en plus les chercheurs de ce milieu-là. Puis après vous avoir présenté un portrait général de certains des effets néfastes de la commercialisation de l'espace, j'aimerais regarder avec vous là, quelques pistes de réflexion qui sont envisagées pour atténuer ces effets-là. Puis bien sûr, je n'aurai pas le temps de voir avec vous tous les enjeux, là, ni tous les pistes de réflexion, ni même les effets positifs de la commercialisation de l'espace. Donc, gardez en tête qu'il ne s'agit pas d'une présentation exhaustive, mais bien sûr, il va me faire plaisir d'approfondir sur certains aspects là, lors de la période de questions. Première catégorie d'enjeux dont je vais vous parler, c'est les enjeux sociaux. Les projets de tourisme et d'établissement de colonies spatiales, ça soulève plusieurs questions, notamment au regard des droits fondamentaux. Il y a certains chercheurs qui affirment que la jouissance des droits de la personne ne serait pas universelle parce que ça dépendrait en fait de facteurs politiques, institutionnels, culturels et géographiques qu'on retrouve sur Terre. Et l'environnement des habitats spatiaux, ça soumet celui qui vit au surpeuplement, à l'absence d'intimité, à l'isolement du reste de la société humaine, au mouvement constant, au bruit, à l'apesanteur, au climat extrême, aux atmosphères toxiques et au bombardement d'astéroïdes. Donc, ces conditions-là, ça compromet la santé et le bien-être, puis ça a un certain effet nuisible sur la pleine jouissance du droit à un niveau de vie suffisant. Il y a certains programmes qui prévoient d'envoyer des humains sur Mars durant une période indéterminée, puis même d'une manière permanente, là, sur la Lune ou sur Mars. Donc, l'absence de garantie de retour, ça entrave à plusieurs égards la liberté de circulation. Et les explorateurs spatiaux, ils vont être surveillés, monitorés et analysés fréquemment. Donc, le droit à la vie privée dans un contexte spatial, ça demeure encore très incertain, là, très flou. Cela dit, le droit de l'espace prévoit que les activités des États sont soumises au droit international. Donc, le droit international des droits de la personne s'applique au-delà des limites terrestres. Mais la mise en œuvre de certains des droits fondamentaux demeure encore très ambiguë. Et le phénomène de la privatisation de l'espace, ça complexifie cet enjeu-là. Il y a plusieurs questions advenant une violation des droits humains dans l'espace commise par un acteur privé qui soulèvent des débats. Comment retenir leur imputabilité? Ça serait quoi les mécanismes de sanction? Est-ce que c'est possible pour eux de ne pas reconnaître le droit international comme certains le prétendent? Pas reconnaître le droit international sur Mars, plus précisément. Puis, est-ce que les clauses de renonciation de droits qui sont signées actuellement entre les entreprises privées et les touristes spatiales sont licites? Donc, c'est toutes des questions de société qui méritent d'être répondues là, pour le futur des activités spatiales dans l'espace, le futur des activités commerciales dans l'espace. Deuxième catégorie d'enjeux est celle qui a trait à la pollution extra-atmosphérique.
Actuellement, il y a des millions d'objets qui orbitent autour de la Terre. Et des 34 000 grands objets, il y en a seulement 2 000 que c'est des satellites opérationnels. Donc, le reste, c'est ce qu'on appelle des débris spatiaux, là, autrement dit des déchets. Et cette situation-là est problématique, notamment parce que ça entraîne un risque de collision exponentielle entre les objets, entre les débris, entre les satellites. Et les acteurs privés aggravent les enjeux entourant les débris spatiaux. Il y a eu 2 grandes phases de développement dans la commercialisation de l'espace jusqu'à maintenant. En 2006-2007, c'est là où la NASA a mis son premier programme pour octroyer du financement à des entreprises privées dans le but précisément d'encourager la commercialisation de l'espace. Puis en 2015, c'est l'année où ont commencé les projets de méga-constellations par les opérateurs de satellites privés. Et qu'est-ce qu'on constate de manière corrélative à ces initiatives-là? Eh bien, les années 2007 et 2015 sont marquées par une intensification des débris spatiaux, comme vous pouvez le voir là sur le graphique à l'écran. Troisième catégorie d'enjeux que je souhaite aborder, c'est celle liée aux enjeux économiques. Je dois dire là, que c'est une catégorie d'enjeux qui me tient particulièrement à cœur puisque c'était mon projet de recherche à la maîtrise que je vais tenter de vous résumer en 1 minute aujourd'hui. Donc, selon mes recherches, il semblerait que le secteur spatial présente de nombreuses failles propices à la circulation de flux de capitaux illicites, au blanchiment d'argent. Pour arriver à cette information-là, je me suis appuyée sur la démarche d'évaluation des risques au blanchiment de capitaux développée par le groupe d'action financière, le GAFI. Donc, selon laquelle il faut, entre autres, dans un premier temps, identifier des facteurs de risque, puis dans un deuxième temps, évaluer si l'écosystème juridique est suffisamment outillé pour endiguer ces facteurs de risque-là. Il y a 3 facteurs de risque qui ont été identifiés là, dans cette démarche non exhaustive, je tiens à le préciser encore. Premièrement, la croissance exponentielle de l'industrie qui est en déséquilibre par rapport à son cadre réglementaire embryonnaire. Deuxièmement, le fait que l'industrie de l'espace entretient des liens avec des États à haut risque, avec le Luxembourg tout particulièrement. Donc, le Luxembourg qui, de son côté, déploie des efforts considérables pour mettre en place un écosystème d'affaires qui est très attrayant pour le secteur spatial. Puis, en réponse à ça, il y a un grand nombre d'entreprises spatiales qui ont choisi d'y établir leur siège social. Et troisièmement, le fait que l'industrie spatiale se développe en partie pour l'exploitation minière des ressources extra-atmosphériques. Donc, l'industrie minière est déjà à la base une industrie qui est propice au blanchiment d'argent. Et parce qu'elles sont rares et lucratives, les ressources extra-atmosphériques possèdent plusieurs atouts pour attirer les flux illicites. Et ce qui est ressorti aussi de ma recherche est que l'encadrement juridique ne semble pas suffisamment robuste pour contrer ces facteurs de risque-là, et donc que l'industrie spatiale semble vulnérable au blanchiment d'argent. Sur une note un peu plus positive, il y a plusieurs pistes de réflexion qui visent à atténuer les différents enjeux dont je viens de vous parler et sur lesquels j'aimerais maintenant attirer votre attention. Il y a différentes voies qui pourraient permettre de pallier les enjeux sociaux. D'abord, le droit international des droits de la personne pourrait être élargi. Il est effectivement possible de reconnaître des nouveaux droits fondamentaux par le biais de résolutions. Ça a d'ailleurs été le cas pour le droit à l'eau. Autre option, le droit de l'espace pourrait développer sa propre branche en matière des droits de la personne et donc développer le corpus des droits extra-atmosphériques des droits de la personne. Il y a des juristes d'ailleurs qui étudient présentement la possibilité d'élaborer une charte des droits de l'espace ou même une constitution lunaire ou une constitution martienne. Et donc, que ce soit par le biais d'une résolution, d'une charte ou un autre acte juridique, il y a des nouveaux droits spatiaux qui pourraient être énoncés pour assurer les besoins fondamentaux des explorateurs spatiaux. Puis les droits qui sont envisagés pour le moment, c'est par exemple le droit à l'oxygène, le droit à la protection contre le rayonnement solaire, le droit à la communication avec la Terre et le droit de retour sur Terre. Pour lutter contre la pollution extra-atmosphérique, il y a différents mécanismes aussi qui sont en élaboration. Il y a par exemple l'implantation du concept de la Space Sustainability Rating, qui est un système de notation qui mesure les décisions prises à l'égard du développement durable, prises par les acteurs privés. Plus les décisions sont éco-responsables, plus l'acteur va recevoir un pointage élevé. Et ça a pour but de sensibiliser l'industrie à réduire la prolifération des débris spatiaux.
Il y a aussi le concept de la Space Safety Coalition, qui est une forme de régulation privée entre les acteurs privés, des organisations internationales et des entités gouvernementales qui ont pour but la gestion durable des activités spatiales. Puis, ensemble, ils ont mis sur pied un guide sur les meilleures pratiques durables des opérations spatiales pour promouvoir ce type de pratiques-là au sein de l'industrie. Dernière piste de solution, qui est une qui me passionne tout particulièrement parce que c'est un élément important de ma thèse sur laquelle je travaille présentement. Donc, vous le voyez à l'écran, il s'agit des assurances spatiales. Un traité, ça peut être ratifié seulement par un État. Mais un contrat privé, en revanche, ça peut convenir d'obligations entre les contractants, dont les entreprises privées. Et ce type de contrat-là permettrait d'imposer des conditions spécifiquement aux acteurs privés au-delà des limites terrestres, là, comme l'implantation de mesures d'atténuation des débris spatiaux, tout en couvrant une partie de leurs risques. Il existe déjà des assureurs spatiaux qui offrent des produits d'assurance de dommages ou des assurances responsabilité pour les satellites. Là, ça existe déjà. Par contre, les obligations de couverture d'assurance sont très inégales entre les différentes législations. Dans les États qui ont une législation en matière d'activité spatiale beaucoup plus élaborée, il y a généralement des lois qui prévoient des obligations en matière d'assurance spatiale. En Australie, par exemple, tous les lancements doivent être assurés pour un minimum de 70 millions de dollars pour couvrir les frais d'un accident avec une tierce partie. Puis aux États-Unis aussi, les entreprises spatiales doivent obtenir une assurance responsabilité civile pour pouvoir entreprendre leurs activités. Puis le montant assurable pour les sinistres liés à un lancement ou à un retour, par exemple, ça, c'est plafonné à 675 millions de dollars. Ce n'est pas encore tout à fait le cas au Canada. On s'en reparle dans quelques années. Donc, en ouvrant la voie des projets commerciaux dans un endroit autant particulier qu'est l'espace et où le cadre réglementaire est encore très embryonnaire, on laisse place à une panoplie de possibilités, mais également à des enjeux aux conséquences potentiellement néfastes. Je vous ai présenté des pistes de réflexion qui sont certes juridiques, mais surtout multidisciplinaires et complémentaires. Puis, bien sûr, il existe un éventail encore bien plus large de pistes de solutions envisageables. Le but de ma présentation, ce n'était pas de critiquer la commercialisation de l'espace, mais plutôt d'ouvrir la porte à un échange d'idées pour qu'ensemble, on se questionne au chemin qu'on souhaiterait que la commercialisation de l'espace prenne pour que ce nouveau chapitre qu'on est en train d'écrire soit bénéfique à l'ensemble de la population et aux générations futures. Merci.